Il pensait contrôler un camion de ciment banal noyé dans la poussière du Sahel. Quand le couvercle métallique s'est levé, la routine a basculé. Des barils sans logo, une odeur froide et la sensation que la frontière venait de se fissurer. Comment un détail de douane peut-il décider du droit de respirer sans peur et mettre à l'épreuve le pari d'Ibrahim Traoré sur une souveraineté tenue sans béquille? Parce qu'ici, la frontière n'était plus une ligne sur la carte, mais la dernière peau protectrice du Burkina Faso. Rester jusqu'au bout, c'est comprendre ce qui se joue derrière un contrôle apparemment banal et pourquoi il engage bien plus qu'un simple poste frontière. Vous y gagnez une lecture claire en 10 à 12 mots. Voir comment une vigilance locale peut préserver des vies entières. L'enjeu dépasse l'incident initial. Il touche à la capacité d'un État fragile à tenir sans soutien extérieur, à maintenir une discipline quotidienne là où l'habitude a longtemps anesthésié les réflexes. À mesure que les faits s'assemblent, le récit montre comment une promesse sèche, formulée par Ibrahim Traoré, s'est traduite en mécanismes concrets avec ses forces, ses angles morts et ses risques assumés. Ce n'est pas une histoire de héros, mais de choix répétés, de routines corrigées et de conséquences réelles pour ceux qui vivent au bord des routes poussiéreuses. En moins de 6 mois, la nature des cargaisons interceptées a changé de catégorie, passant de la fraude ordinaire à une menace systémique. Un seul chiffre a fait basculer l'analyse. 2,3 tonnes de matériaux instables dissimulés sous des sacs de ciment, presque le double des saisies précédentes sur le même axe. Ce mini révélateur a forcé les agents à revoir leur lecture du terrain. Jusqu'alors, la frontière sud du Burkina Faso était pensée comme un espace poreux mais gérable, rythmé par des contrôles routiniers et des arrangements tacites. La découverte a montré autre chose, un système répétitif synchronisé qui exploitait précisément ces routines pour avancer sans bruit. Les mêmes itinéraires, les mêmes horaires crépusculaires, les mêmes chauffeurs revenaient semaine après semaine sans qu'aucun chantier n'apparaisse à l'arrivée. Le contexte rendait cette évolution encore plus sensible. Le pays sortait d'années de fragilité institutionnelle marquées par des coups d'État successifs, une pression sécuritaire diffuse et une défiance envers les postes de contrôle. Dans cet environnement, la promesse formulée par Ibrahim Traoré, tenir la ligne sans dépendre de personne, semblait à la fois audacieuse et risquée. Elle reposait sur une idée simple mais exigeante: remplacer l'assistance extérieure par une discipline interne constante. Ce glissement a préparé le terrain. Les douaniers n'étaient plus évalués sur le volume de saisie, mais sur leur capacité à détecter l'anomalie discrète. Une date décalée de 7 jours sur un bordereau froissé, noté presque par hasard, a ainsi suffi à faire passer l'affaire du soupçon isolé à l'hypothèse d'un réseau structuré. Ce détail minuscule a relié des points jusque-là dispersés, révélant une carte d'ombre traversant plusieurs frontières du Sahel. À partir de là, la question n'était plus de savoir si un camion devait être arrêté, mais combien avait déjà circulé sans être vu. Et surtout, combien de temps un pays pouvait-il encore compter sur la chance plutôt que sur une vigilance reconstruite? Awa n'était pas censée jouer un rôle central. Jeune inspectrice des douanes, souvent cantonnée aux tâches secondaires, elle connaissait pourtant les routes mieux que les dossiers. Elle lisait les trajectoires comme d'autres lisent coin des cartes, attentive aux répétitions, au silence, aux absences de logique apparente. À ses côtés, le lieutenant Karim apportait une mémoire du terrain forgée par des années de service à Gawa, chaque virage associé à une halte, chaque point d'eau à une habitude de passage. Leur binôme a produit un effet immédiat, sans bruit. Plutôt que de multiplier les interceptions, ils ont observé. Ils se sont mêlés au convoi, ont dormi sur des bâches usées, ont écouté les échanges étouffés dans les cabines chauffées par le soleil.
Cette posture patiente a modifié la dynamique locale. Les chauffeurs ont commencé à se sentir regardés sans savoir par qui, les horaires ont glissé, les détours se sont multipliés. Le réseau, sans le savoir, révélait sa nervosité. L'impact précoce s'est aussi fait sentir dans les postes voisins. Les agents ont repris l'habitude de vérifier les détails, de comparer les bordereaux, de poser une question de plus. Cette vigilance diffuse, encouragée par la ligne fixée par Ibrahim Traoré, a réactivé un réflexe longtemps émoussé. Ne pas laisser la routine décider à la place du jugement. Un camion arrêté n'a pas changé le pays, mais il a changé la manière de regarder. Avant, les contrôles suivaient un schéma prévisible. Les camions arrivaient au crépuscule, les documents étaient tamponnés, la poussière retombait et la route reprenait son cours. Après la découverte de l'anomalie, cette mécanique s'est brisée. Ce qui n'était qu'un soupçon administratif est devenu un déclencheur opérationnel, transformant une frontière routinière en théâtre d'observation continue. Le passage d'un seul camion a suffi à activer une séquence plus large, pensée pour comprendre avant de frapper. Le premier mouvement fut discret. Awa et Karim n'ont pas multiplié les barrages. Ils ont suivi. Les itinéraires ont été cartographiés, les horaires consignés, les chauffeurs identifiés. Chaque répétition renforçait l'hypothèse d'un réseau organisé. Les mêmes véhicules, à la peinture écaillée, revenaient à intervalles réguliers. Les cargaisons de ciment circulaient sans destination crédible. Cette phase de montée en tension reposait sur la patience. Laisser le système croire qu'il restait invisible, tout en accumulant les preuves de sa cohérence interne. Puis c'est venu la phase de confirmation. Une nuit tiède, un convoi a répété exactement le schéma observé la semaine précédente. Les agents ont choisi d'intercepter un seul véhicule, pas plus. L'arrêt fut d'une sobriété presque irréelle. Aucun cri, aucun tir, seulement la poussière qui retombe lentement. Sous les sacs de ciment, les barils scellés ont révélé une odeur métallique froide. À cet instant précis, l'affaire a changé de nature. Il ne s'agissait plus de fraude, mais de survie collective. L'information est remontée avant l'aube, gagnant les échelons à une vitesse inhabituelle. La réponse, signée par Ibrahim Traoré, a marqué le passage au sommet de la courbe. Observer, cartographier, ne frapper qu'une fois. Cet ordre bref a fixé le tempo. Pendant plusieurs jours, 6 agents et 2 véhicules ont suivi les trajets, noté les plaques, repéré les haltes. La répétition est devenue une arme. Le réseau, confiant dans l'habitude des postes, a continué à circuler. Il ne voyait pas que la frontière se refermait lentement sur lui. Le point culminant s'est joué sans violence. Une nuit chargée de nuages, le signal a été donné. Les camions ont été immobilisés, les chauffeurs menottés calmement, les moteurs encore chauds. L'absence de détonation a rendu la scène plus glaçante. Les barils ont été ouverts avec des gestes méticuleux, libérant une odeur âcre. Les ingénieurs militaires, arrivés quelques heures plus tard, ont confirmé la gravité des contenus. À partir de là, l'onde de choc s'est propagée. La phase de répercussion a été silencieuse mais profonde. Les équipes ont fouillé les itinéraires secondaires, interrogé les chauffeurs, remonté les appels. Chaque piste révélait une couche supplémentaire, sociétés écrans, intermédiaires fictifs, routes parallèles traversant plusieurs pays du Sahel. Ce qui frappait n'était pas la brutalité, mais la précision du système. Rien n'était improvisé. Cette organisation indiquait une intention claire, affaiblir le pays de l'intérieur, sans apparaître comme un ennemi visible. La chaîne des événements avait transformé un contrôle banal en démonstration de méthode, et la frontière ne serait plus jamais regardée de la même manière. Le premier indicateur a servi de point de départ clair. Les équipes ont recensé 2,3 tonnes de matériaux explosifs dissimulés dans des barils métalliques anonymes. Cette masse, expliquent les ingénieurs, dépasse le seuil
où l'instabilité devient systémique. Au moindre choc, l'onde peut se propager d'un contenant à l'autre. En clair, un stock capable de provoquer une explosion en chaîne locale. En comparaison, les saisies observées 6 mois plus tôt sur le même axe plafonnaient à 1,2 tonnes, ce qui marque un basculement d'échelle plutôt qu'une simple variation. En clair, le trafic a presque doublé en capacité logistique. Le second indicateur a porté sur la nature chimique des produits. Les analyses ont confirmé une tonne de cyanure solide d'une pureté inhabituelle pour les circuits régionaux. Cette concentration excède les usages industriels ordinaires et signale un détournement intentionnel. En clair, un produit calibré pour la létalité, pas pour l'économie. Les experts ont précisé qu'une fuite mineure aurait suffi à contaminer un bassin fluvial entier en quelques heures, ce qui transforme le risque en menace environnementale immédiate. La comparaison avec les standards connus montre un écart net incompatible avec l'orpaillage légal. En clair, l'usage visé n'est pas l'extraction, mais la dispersion. Le troisième indicateur a concerné les produits de santé. Les contrôles ont mis au jour 780 caisses de faux médicaments étiquetées sous des noms d'entreprises inexistantes. Les capsules contenaient jusqu'à 17% de craie avec des résidus d'arsenic. En clair, des traitements susceptibles de provoquer des lésions graves après quelques prises. Les experts ont souligné que ces cargaisons ciblaient les hôpitaux ruraux, là où les contrôles sont rares. En clair, un impact humain amplifié par la vulnérabilité des destinations. Pris isolément, chaque chiffre alerte. Pris ensemble, ils dessinent une trajectoire. La baseline était celle d'une contrebande opportuniste, fragmentée, exploitant des failles ponctuelles. Le delta montre autre chose, une industrialisation du sabotage pensée pour agir à distance, sans affrontement direct. En clair, le risque n'augmente pas linéairement, il change de nature. Cette lecture a guidé la suite des décisions, y compris au sommet de l'État, où Ibrahim Traoré a insisté sur la cohérence des signaux plutôt que sur leur spectaculaire. Un dernier point méthodologique s'impose. Les chiffres n'ont pas servi à communiquer, mais à décider. Ils ont permis de hiérarchiser les priorités, d'ajuster les patrouilles et de mesurer l'efficacité des corrections apportées aux routines. En clair, quantifier pour agir, pas pour convaincre. C'est cette discipline des preuves qui a transformé une saisie en diagnostic, puis un diagnostic en stratégie. La frontière n'était plus évaluée au nombre d'arrestations, mais à la réduction mesurable des risques qu'elle contenait. Deux critiques majeures ont émergé, souvent formulées par des observateurs régionaux et internationaux. La première soutenait qu'un État économiquement fragile ne pouvait maintenir durablement un niveau de vigilance aussi élevé sans assistance extérieure. Selon cette lecture, la pression continue finirait par épuiser les agents, dégrader les infrastructures et rouvrir mécaniquement les failles frontalières. La discipline serait coûteuse et le relâchement inévitable. Et l'argument est solide. La contrainte budgétaire use plus sûrement que l'adversaire. La seconde critique portait sur le risque géopolitique. En privilégiant une stratégie strictement interne, le pays se serait exposé à un isolement accru, laissant des espaces exploitables par des réseaux transnationaux actifs au Mali et le long des corridors côtiers. Cette approche, affirmait ces analystes, pouvait inspirer symboliquement, mais elle fragilisait la coordination régionale et augmentait la probabilité d'un déplacement, non d'une disparition, des trafics. Et l'argument est solide. La pression se déplace plus vite qu'elle ne disparaît. La réponse n'a pas pris la forme d'un démenti théorique, mais d'une vérification empirique. Sur le terrain, les flux clandestins enregistrés à la frontière sud ont reculé de près de la moitié sur la période observée malgré des moyens constants.
Les postes n'ont pas été renforcés par des équipements nouveaux, mais par des routines corrigées, une rotation des équipes et une meilleure circulation de l'information. Cette évolution contredit l'hypothèse d'un épuisement rapide. Concrètement, la fatigue n'est pas automatique quand la méthode change. Sur le plan régional, l'effet attendu d'isolement ne s'est pas matérialisé comme prévu. Les réseaux ont certes tenté de déplacer leurs routes, mais cette adaptation a exposé leur schéma, rendant leurs mouvements plus visibles. Des contacts discrets ont même été établis avec des forces voisines intéressées par les mécanismes de discipline interne observés. Concrètement, l'exemple crée parfois des ponts inattendus. Ces éléments ne réfutent pas totalement les critiques. Ils en redéfinissent la portée. Les risques demeurent, mais ils ne sont pas mécaniques. Ils dépendent d'un facteur central, la constance. Tant que la vigilance reste un réflexe partagé plutôt qu'une injonction ponctuelle, la stratégie tient. Le débat ne se résume donc pas à avec ou sans aide, mais à une question plus exigeante. Combien de temps un système peut-il rester attentif sans redevenir routinier? Ce constat, bref et presque sec, a marqué le milieu exact de l'opération. Jusqu'ici, les équipes pensaient démanteler un trafic structuré mais classique, inscrit dans la logique connue du Sahel. La découverte d'un entrepôt discret à Bora a changé la nature même de la mission. Les cartons y contenaient des médicaments falsifiés, soigneusement emballés, destinés aux hôpitaux ruraux. Ce n'était plus seulement une affaire de route clandestine, mais une industrie de négligence organisée, pensée pour frapper là où les contrôles sont les plus faibles. Ce basculement a redéfini les priorités. La frontière n'était plus évaluée uniquement comme un filtre sécuritaire, mais comme un rempart sanitaire et social. Pour Ibrahim Traoré, ce moment a cristallisé une intuition déjà présente. Protéger un pays ne consiste pas seulement à intercepter des cargaisons, mais à empêcher que la vulnérabilité quotidienne devienne une arme silencieuse. La menace ne cherchait pas l'affrontement, elle exploitait l'habitude, la pénurie et la confiance contrainte des populations isolées. À partir de ce point, chaque saisie a été relue autrement. Les barils, les caisses, les documents n'étaient qu'à ne plus des indices séparés, mais les fragments d'une même logique. Le cœur du problème n'était pas la quantité, mais la cible. Et cette prise de conscience a fermé une porte que les trafiquants pensaient encore ouverte. Pour l'État, l'effet a d'abord été institutionnel. Les postes frontaliers, longtemps perçus comme des points faibles, ont changé de statut. Les rapports ont circulé plus vite, les anomalies ont été traitées comme des signaux et non comme des erreurs isolées. Cette rigueur a restauré une forme d'autorité discrète. Moins d'arrestations spectaculaires, mais davantage de risques contenus. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'était pas de montrer la force, mais de prouver que l'appareil pouvait fonctionner sans dépendre d'un regard extérieur permanent. Sur le plan économique, les conséquences ont été mesurables. La baisse des flux clandestins a libéré les circuits légaux, notamment dans les zones agricoles du Sud. Les transporteurs déclarés ont retrouvé une prévisibilité minimale. Les marchés frontaliers ont cessé d'être saturés par des marchandises à prix cassés. Chaque convoi intercepté représentait, selon les estimations internes, plusieurs semaines d'échanges formels préservés. L'impact n'a pas créé de croissance soudaine, mais il a stoppé l'hémorragie. Au fond, l'effet est clair. Une économie qui cesse de fuir peut recommencer à respirer. Pour la population, le changement a pris une forme plus intime. Dans les communautés frontalières, la vigilance n'était plus vécue comme une contrainte imposée, mais comme une protection partagée. Les habitants ont commencé à signaler des passages inhabituels, à poser des questions, à refuser certains chargements. Cette participation a réduit la distance entre l'État et les marges. La sécurité n'était plus un mot abstrait, mais une pratique quotidienne liée à la santé, à l'eau,
aux routes empruntées par les enfants. Au fond, l'effet est clair. La confiance progresse quand la peur recule. À l'échelle régionale, les répercussions ont été plus contrastées. Certains voisins ont observé avec prudence ce resserrement de la discipline, y voyant un précédent difficile à reproduire. D'autres ont parlé d'un effet Traoré, non comme un slogan, mais comme une méthode. Discipline interne, réseaux locaux, secrets opérationnels. Des échanges discrets ont suivi, cherchant à comprendre comment une frontière réputée poreuse avait pu devenir plus dense sans renfort massif. Au fond, l'effet est clair. L'exemple déplace les équilibres sans bruit. Ces quatre niveaux, État, économie, population, région, ne produisent-ils pas une victoire définitive? Ils dessinent une stabilisation conditionnelle. Les trafics n'ont pas disparu, mais ils ont perdu leur confort. La routine, longtemps alliée des réseaux, est devenue leur principal obstacle. C'est là que se situe le véritable résultat. Non pas l'éradication, mais la perte d'avantage. Et dans ce déplacement subtil, la frontière cesse d'être un décor pour redevenir un outil actif, tenu jour après jour. Trois trajectoires se dessinent pour les mois à venir. Elles ne sont ni des prédictions, ni des promesses, mais des cadres de lecture destinés à éviter l'aveuglement. Chacune repose sur le même point de départ. La discipline instaurée a modifié les comportements. La question est de savoir comment elle résistera au temps. Et d'abord, voici le scénario de base, celui d'une stabilité vigilante. Les postes maintiennent les routines corrigées sans renfort spectaculaire. Les réseaux affaiblis déplacent lentement leur route vers des zones moins surveillées, testant les marges. La baisse des flux clandestins se poursuit à un rythme modéré, conditionné par la constance des équipes. Les communautés locales restent impliquées, mais l'effort quotidien exige un encadrement continu. Ce scénario n'offre ni triomphe ni effondrement. Sa force tient à la régularité. Tenir, vérifier, corriger. Question ouverte. Combien de temps la vigilance peut-elle rester un réflexe partagé? Ensuite, il y a le scénario optimiste, celui d'une contagion méthodique. Les pratiques observées inspirent des coopérations ciblées avec des voisins immédiats. Des échanges d'informations s'organisent, des formations conjointes émergent, réduisant l'effet de déplacement des trafics. Les circuits légaux gagnent en fluidité, notamment pour les produits agricoles, améliorant la prévisibilité des revenus locaux. La discipline interne devient un standard, non une exception. Ce scénario reste exigeant, il dépend moins de la chance que de la capacité à documenter, transmettre et adapter les méthodes sans les diluer. L'essentiel, c'est que l'exemple devient un langage commun. Enfin, il existe un scénario dégradé, celui de l'usure silencieuse. Une crise économique, une rotation mal maîtrisée ou un relâchement administratif suffisent à rouvrir des brèches. Les réseaux hautement adaptatifs exploitent la moindre fatigue. Les premiers signaux réapparaissent dans les zones rurales, puis glissent vers les axes commerciaux. La vigilance devient inégale, puis sporadique. Ici, l'échec ne vient pas d'un choc externe, mais de l'intérieur. La croyance que le plus dur est passé. Et voici l'alerte centrale. La routine peut redevenir l'allié du trafic. Une recommandation de méthode s'impose, quel que soit le scénario. Penser en condition plutôt qu'en certitude. Si la discipline reste mesurée, alors les gains se consolident. Si elle se transforme en automatisme non s'évalué, alors les failles reviennent. L'enjeu des 6 à 12 prochains mois n'est pas de gagner mais de ne pas glisser. La frontière n'exige pas des coups d'éclat, elle exige une attention qui se renouvelle. Pour les familles des zones frontalières, l'effet s'est d'abord manifesté dans des gestes ordinaires. Un commerçant qui vérifie un chargement avant de décharger. Une mère qui signale un passage inhabituel près d'un point d'eau. Un conducteur qui accepte un détour plutôt qu'un raccourci douteux.
Ces micro-décisions n'ont rien de spectaculaire, mais elles modifient le quotidien. La sécurité cesse d'être une abstraction lointaine. Elle devient une responsabilité partagée, liée à la santé, à l'eau potable et au trajet des enfants. Dans les villes moyennes, l'impact a pris une autre forme. Les travailleurs indépendants et petits entrepreneurs ont retrouvé une prévisibilité minimale. Les marchés, moins saturés de produits illicites, ont recommencé à fonctionner selon des règles lisibles. Les pharmacies ont vu reculer les soupçons liés aux médicaments falsifiés, restaurant progressivement la confiance des patients. Rien n'a créé de miracle économique, mais l'irrégularité chronique a reculé. Très concrètement, quand l'illégal se replie, le légal respire. Chez les jeunes urbains, souvent sceptiques face aux récits officiels, le changement a circulé comme un murmure. Des histoires relayées par les radios communautaires, les écoles, les formations locales. Le message n'était pas héroïque, mais pragmatique. Veiller est une compétence qui s'apprend. Certains se sont engagés dans des programmes de sensibilisation, d'autres dans la cartographie participative. La frontière n'était plus un ruban de poussière lointain, mais un espace vivant qui conditionne des choix d'avenir. Ces trois cercles, famille rurale, acteurs économiques, jeunesse urbaine, ne produisent pas une adhésion uniforme. Ils dessinent une appropriation progressive. La sécurité ne descend plus d'un sommet abstrait. Elle circule par des pratiques quotidiennes. Elle devient moins visible, mais plus durable, parce qu'elle est portée par ceux qui ont le plus à perdre et, désormais, quelque chose à protéger. Le résultat n'est pas l'absence de peur, mais la capacité collective à la contenir sans s'y habituer. La consolidation de l'opération ne s'est pas faite par annonce, mais par une feuille de route précise pensée pour empêcher tout retour à l'ancienne routine. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif n'était pas d'étendre indéfiniment l'effort, mais de le rendre mesurable et transmissible. La première étape a consisté à centraliser le renseignement. Les postes frontaliers ont été reliés à une base commune permettant d'enregistrer en temps réel les cargaisons suspectes. L'indicateur de réussite était clair, réduire de moitié le délai entre l'anomalie observée et sa qualification opérationnelle. Plus la détection est rapide, plus les réseaux perdent leur avantage de mouvement. La deuxième étape a porté sur l'éducation civique locale. Des formations ont été déployées dans les villages frontaliers visant commerçants, jeunes et anciens contrebandiers repentis. La mesure n'était pas le nombre de sessions, mais la qualité des signalements reçus. Pertinence, précision, exploitabilité. La population devenait un capteur, non un simple bénéficiaire. La troisième étape a structuré la coopération civile-militaire. Des patrouilles mixtes ont remplacé les interventions isolées avec un objectif opérationnel précis, ramener le temps de réponse à moins de 40 minutes dans les zones sensibles. La rapidité comptait plus que la force. La quatrième étape a soutenu la réinsertion économique. Des microcrédits agricoles ont été proposés aux anciens acteurs des réseaux avec un indicateur simple, la création d'activités légales durables. Protéger la frontière, c'était aussi réduire l'incitation à la fragiliser. Enfin, une cinquième étape a instauré une évaluation indépendante trimestrielle. Trois critères étaient suivis: incidents évités, participation communautaire, confiance publique. La sécurité n'était plus comptée en arrestation, mais en sérénité maintenue. Cette feuille de route ne promettait pas l'invulnérabilité, elle promettait autre chose, une vigilance capable de se corriger avant de s'user. Awa est retourné sur la clairière où tout avait commencé. Le sol portait encore l'empreinte sèche des pneus, la trace diffuse des barils ouverts, et cette odeur lointaine qui rappelle moins un danger passé qu'une vigilance acquise. Rien ne ressemblait plus à la nuit de la première interception. Et pourtant, chaque détail lui renvoyait ce moment précis où la routine avait cédé. Karim n'était pas là.
il veillait ailleurs, sur une autre route, preuve que le travail ne s'achève jamais vraiment. Dans le vent chaud, la présence d'Ibrahim Traoré se faisait sentir sans discours. Il observait la ligne tenue, la discipline maintenue, la peur contenue. Cette sobriété donnait au lieu une gravité calme. Awa sortit de sa poche une vieille photographie d'une caisse marquée Aide humanitaire. Le contraste entre l'étiquette et le contenu l'avait marqué dès le début. Elle murmura une phrase simple. Le mal avance masqué. Ce souvenir n'était pas un trophée, c'était un rappel. On ne protège pas une frontière pour elle-même. On protège ce qu'elle permet de vivre jour après jour. Quand on regarde cette histoire sans chercher le spectaculaire, une image demeure, celle d'un pays qui a choisi de rester attentif. Pas héroïque, pas parfait, mais présent. La frontière n'a pas été transformée en mur ni en slogan. Elle est devenue et a été devenue un espace vivant tenu par des femmes et des hommes ordinaires qui ont décidé que la routine ne déciderait plus à leur place. Cette évolution ne concerne pas seulement le Burkina Faso, ni seulement la période actuelle. Elle pose une question plus large sur la manière dont une société fragile peut reprendre prise sur ce qui la menace sans attendre un sauvetage extérieur. Ce choix, incarné politiquement par Ibrahim Traoré, mais porté concrètement par des anonymes, ne garantit rien à long terme. Il n'offre pas de solution universelle. Il propose une méthode. Observer, corriger, recommencer. Une méthode exigeante, parfois ingrate, mais lisible. Elle invite chacun à se demander où commence sa propre zone de vigilance et ce qu'il accepte de laisser passer par fatigue ou par habitude. Plutôt qu'une conclusion fermée, ce récit laisse une ouverture. Si la sécurité devient une pratique quotidienne plutôt qu'un mot d'ordre, alors que peut-elle encore transformer ailleurs? La réponse ne se trouve peut-être pas dans un discours, mais dans la discussion qui suit et dans les regards qui ne se détournent plus aussi facilement.